Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on est avec Mosley. Mosley, on parle de politique, non? Oui, on parle de politique ce matin. Non, il n'y a pas. Si, il y a de la politique. D'accord. Il y a le chef d'État qui est du côté d'accord. du Haut-Togo. Il y a le chef d'État qui est du côté du Haut-Togo depuis hier, à la suite du Conseil des ministres. Du moins, après le Conseil des ministres, il a effectué un déplacement du côté du Haut-Togo, notamment à Franceville, où il a été reçu dans une liesse populaire, comme on dit, par une liesse populaire. On a des images qui en reviennent. On a pu apercevoir, par exemple, Passant Dabani, qui est également la mère du président. On a vu des attroupements des populations. Et il faut savoir que ce voyage est très marquant parce qu'il s'agit, dans un premier temps, d'un déplacement qui coïncide avec le 13e anniversaire, la 13e célébration du décès, ou commémoration, c'est mieux, commémoration du décès de Omar Bongo Ondimba, que vous savez qui est mort en 2009 à Barcelone. Et ce jour, le 8 juin, donc il y a la célébration de ses 13 ans. Et c'était important que le chef d'État, une fois de plus, aille s'incliner sur le mausolée qui a été dédié à cette figure importante de l'histoire politique de notre pays. Et c'est pourquoi il a fait le déplacement de Franceville. Mais également, il a d'ailleurs reçu aussi les Panthères du Gabon hier, avec lesquels il a eu à discuter de comment il faudrait penser désormais la marche de l'équipe nationale. Vous savez que de ce qui s'est passé ces derniers temps n'est pas de nature à pouvoir donner suffisamment de gages pour les populations de croire qu'il peut y avoir un meilleur traitement à l'égard de nos sportifs, notamment des grands sportifs de notre pays, que ce soit des footballeurs ou ceux qui sont dans des disciplines et qui font honneur au pays. Et qu'on est dans une phase où, depuis pratiquement 2012, il y a eu la mise en place d'un mécanisme qui tendait ou qui tend vers le professionnalisme ou la gestion professionnelle du football gabonais, et qu'on en soit à enregistrer à chaque fois un certain nombre de situations qui ne sont pas de nature à pouvoir plus ou moins honorer notre pays, parce que les questions d'intendance et les questions de logistique causent toujours des problèmes aux Panthères. Et la plupart des scandales qu'on enregistre en ce qui concerne l'équipe nationale A, c'est toujours en rapport avec la logistique, le problème d'avion, le problème de primes, le problème de l'hébergement. On a vu ce qui s'est passé à la CAN, durant la CAN au Cameroun. Là, ça vient encore de se répéter avec ce qui vient de se passer à Barcelone, du moins à Paris, où l'avion a atterri d'urgence à Barcelone et ce qu'il en est suivi. Et à un moment donné, le chef d'État devait quand même, ou les plus hautes autorités du pays devaient s'enquérir de comment faire aujourd'hui pour améliorer un tant soit peu les conditions en matière de gestion des Panthères. Parce que quand on regarde un tout petit peu, on a comme l'impression que le ministère de la Jeunesse et des Sports et ses démembrements, tout comme la FEGAFOOT, n'ont pas Dieu essentiellement pour créer un environnement propice à un management cohérent en ce qui concerne la gestion des Panthères, mais beaucoup plus, on a l'impression que chacun y va de son propre chef, de ce qu'il entend, de ce qu'il voit, de ce qu'il peut, et ça donne l'impression que nous sommes dans du pilotage à vue. Or, nous avons une équipe composé quand même de professionnels, des gens qui évoluent à l'étranger dans des clubs et des championnats assez intéressants, et qu'à un moment donné, il faut que quand ils viennent en équipe nationale, ils trouvent un cadre qui soit propice à pouvoir assurer leur épanouissement sportif, mais également à leur permettre d'avoir une certaine sérénité, une certaine quiétude, au lieu qu'on soit dans des conditions qu'on enregistre à chaque fois ou qu'on constate à chaque fois. D'ailleurs, on a vu comment l'épisode du Cameroun a secoué fortement la tanière des Panthères, où on a vu par exemple, on va dire, l'un des meilleurs joueurs de notre équipe, sinon la vedette de notre équipe, Pierre-Emerick Aubameyang, a décidé d'aller à la retraite, a décidé de prendre sa retraite. On a vu Mario Lemina également. Et aujourd'hui, il y a un bon nombre de talents sportifs qui ne rêvent plus forcément de jouer à l'équipe nationale, tout simplement parce qu'il y a un traitement, on va dire, qui n'est pas
assez efficient pour permettre à ce qu'il y ait une sérénité qui permettrait à ce que les joueurs jouent avec sérénité et qu'ils soient moins enclins à s'occuper de questions d'intendance et ainsi de suite. Donc, c'est important que le chef d'État les ait reçus. Et d'ailleurs, il a fait une communication dans laquelle il a indiqué qu'il sera du côté du stade de Franceville pour pouvoir les encourager, puisqu'aujourd'hui, comme le soulignait Elvis tout à l'heure, ils vont jouer contre les Mourabitoun, donc l'équipe de la Mauritanie. Donc on verra ce que ça donnera, étant donné que la surprise du week-end dernier en RDC a quand même été un moment particulier. Personne, y compris moi, personne ne donnait cher au Panthère, mais ils ont quand même réalisé l'espoir de battre la RDC, de donner des fimbous à la RDC sur place. Donc, ce chef de l'État est à Franceville. D'ailleurs, il a un voyage également prévu pour Port-Gentil dans quelques jours. Donc, on verra ce que ça donnera au-delà de la célébration. Pour Franceville, c'est simplement marqué par la célébration des 13 ans du décès d'Omar Bongo, du moins la commémoration. Ensuite, il y a le match des Panthères. Donc, Port-Gentil, ce sera un voyage purement politique avec les autorités et toute la base militante du Parti démocratique ou de la majorité. Et ensuite, on a ce matin, parce que tout le monde a quand même eu à suivre le Conseil des ministres, et ce Conseil des ministres a sorti quand même des décisions majeures, dont la dissolution du Conseil d'administration et de la direction générale de la CNSS. Et pour essayer de comprendre l'environnement qui est celui de la CNSS aujourd'hui, on a invité le président du SYNAPS CNSS, qui est le syndicat national de la protection sociale, qui est Olomo Jean-Paul. Monsieur Olomo, bonjour. Bonjour, Dafresh. Bonjour, bonjour. Je ne savais pas que tu avais un syndicat, mais on avait dit que ton syndicat n'est pas reconnu. Mais justement, ce sont ceux-là même qui disaient que mon syndicat n'était pas un syndicat légal qui ont été sanctionnés par le gouvernement. À quel moment un syndicat est légal? Il est légal dans la mesure où il a déposé le dossier inhérent à sa création auprès de l'administration compétente. À l'époque, en 2018, lorsque notre syndicat a été créé, c'était auprès de la mairie de Libreville, qui était l'autorité administrative compétente. Ensuite, il faut savoir que depuis le 21 novembre 2021, le Code du travail a été modifié et donc les dispositions relatives à la création d'un syndicat ont changé. Notamment, maintenant, ce ne sont plus les dispositions de l'article 271 de l'ancien Code, ce sont maintenant celles des dispositions de l'article 305 et 306 du nouveau Code du travail. Et monsieur Lance, enfin le directeur général sortant, par je ne sais quelle lubie intellectuelle, il avait estimé que nos syndicats, c'est-à-dire, là je ne m'exprime pas seulement au nom du SYNAPS, je m'exprime au nom de la coalition des organisations syndicales de la CNSS, donc le SYNA-CNSS, le CIP-CNSS et le SYNAPS, il nous avait, lors d'un courrier qu'il nous avait envoyé en novembre dernier, disant que nos syndicats n'étaient pas légaux parce qu'ils ne s'appuyaient pas sur les dispositions de l'article 305 du nouveau Code du travail, alors que la loi n'étant pas rétroactive, elle ne s'appliquait pas à nos syndicats. Nous avons écrit plusieurs fois, il n'a voulu rien entendre. En fait, on avait vite compris que c'était une stratégie pour tenter de museler le dialogue social parce qu'il savait qu'on avait commencé à déceler certaines failles, notamment dans sa manière de gérer la CNSS. Jean-Paul, quelle est la situation de la CNSS au moment où le Conseil des ministres décide de la dissolution du Conseil d'administration et de la direction générale? Eh bien, elle est très mauvaise. Elle est très mauvaise. Quand on regarde les ratios financiers, comme je le dis, on a déjà au niveau de la masse salariale, en fait, on a deux problèmes. La CNSS a deux problèmes. Il y a un problème conjoncturel et un problème structurel. Le problème conjoncturel, il est, quand on regarde les ratios financiers, on a 50 milliards de dettes auprès des banques, on a 10 milliards de dettes fournisseurs, on a une masse salariale qui nous pèse 42 milliards de francs CFA par an, on a des effectifs pléthoriques avec un grand nombre d'agents qui sont soit en déshérence professionnelle, soit en inactivité, mais qui continuent à peser sur la masse salariale de l'entreprise. Il faut aussi savoir que dans ces problèmes conjoncturels-là, on l'a dit, les différents directeurs généraux successifs n'ont pas véritablement amélioré la situation financière de la CNSS, puisqu'on regarde aujourd'hui
On a une dégradation aussi des ratios financiers au niveau des branches de la CNSS. Avant, il y a environ une trentaine d'années, on avait 11 retraités pour financer, 11 actifs pour financer 4 retraités. C'est descendu à 7 actifs pour financer 4 retraités. Il y a même ceux qui disent aujourd'hui c'est à 5 pour financer un seul retraité. Voilà, donc les ratios, donc là, ça veut dire encore que ça s'est encore plus dégradé. Je crois que là, on s'appuie peut-être sur le dernier rapport de Finactu. Bon, je n'y ai pas encore eu accès, je n'ai eu que quelques brides. Et donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, et puis, donc, comme je le disais, on a fait des investissements qui n'ont absolument pas été productifs. Il suffit de regarder le bâtiment qui jouxte le siège de la direction générale, là, pour voir que c'est un bâtiment qui engloutit des milliards de francs CFA. Et donc, on ne l'occupe pas parce que, évidemment, c'est un bâtiment qui est inhabitable, qui est inexploitable, parce qu'évidemment, il y a plein de malfaçons. Il suffit de regarder les investissements immobiliers que nous avons fait du côté de Bikele, sous le docteur Lasségué, puis sous Nicolas Sellé. Ces investissements-là, nous n'avons même pas été en capacité de livrer un seul logement. Et donc, on a vu... Donc, tous ces investissements-là sont inopérants. Je ne parle même pas au niveau du siège, où on a multiplié les investissements sur les équipements, les équipements automobiles, les équipements informatiques et tout ça. Donc, tous ces investissements qui n'ont véritablement pas permis à la CNSS de se redresser. Donc ça, c'est le problème, comme je dirais, le problème conjoncturel. Donc tout ça, c'est inhérent à la mauvaise gestion, aux mauvaises décisions prises par les directeurs généraux successifs. Au point où, si on arrive à supprimer le conseil d'administration et la direction générale, il faut en tirer des conséquences. C'est la question que je voulais te poser. Pourquoi on ne supprime pas direct, on n'a pas direct changé le directeur général, on va jusqu'à supprimer le conseil d'administration. C'est la première fois que j'entends ça. Parce que dans le management d'une entreprise, lorsque l'entreprise est quasiment en faillite, on entre dans la phase de redressement judiciaire avant de déclarer la banqueroute. C'est là on est en phase de redressement judiciaire. C'est la raison pour laquelle on nomme un administrateur provisoire. Celui-ci sera doté des pleins pouvoirs. Il a les pouvoirs du conseil d'administration et les pouvoirs de la direction générale. Donc là, si on était une entreprise commerciale ou industrielle tout à fait normale, on dirait qu'on est en redressement judiciaire. Mais comme nous sommes un organisme de protection sociale, nous sommes une entité privée dotée de la gestion d'un service public, donc le gouvernement a donc pris les taureaux par les cornes en constatant que les différents directeurs généraux, les différentes équipes qui se sont succédées ces dernières années ont plutôt aggravé la situation. Donc, pour éviter la banqueroute, la faillite de notre système de protection sociale, on prend les mesures les plus radicales. Donc, à savoir la nomination d'un administrateur provisoire. Donc, mais Jean-Paul, est-ce qu'au-delà de ces choix, on va dire ces choix d'investissement ou encore de management qui n'ont pas été probants, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas aussi un problème en termes de collecte de la ressource qui permet à la CNSS de renflouer? Il faut savoir deux choses. Sur un plan juridique, la CNSS est dotée de tous les privilèges identiques à ceux du Trésor public pour recouvrer ses cotisations. Maintenant, il faut savoir que si on ne collecte pas les cotisations, ce n'est pas la faute de l'employeur. Parce qu'il y a plusieurs manières de cotiser. Soit on fait l'appel à cotisation, donc l'employeur lui-même amène les cotisations à la CNSS. Sur la bonne volonté. Ou bien, la CNSS aussi, pour les cotisations, lorsqu'on parle de la quérabilité, c'est-à-dire la capacité pour la CNSS d'aller vers l'employeur et collecter ses cotisations, ce n'est pas du fait de l'employeur. L'employeur, il n'est pas toujours de bonne foi. D'accord ? L'employeur, il est aussi de mauvaise foi. Et s'il est de mauvaise foi, il ne se déplace pas. C'est la raison pour laquelle on permet à la CNSS d'avoir des contrôleurs employeurs, et d'avoir un arsenal juridique qui permettra à la CNSS de capter ces cotisations-là. Malheureusement, on constate que lorsque vous détenez une dette, vous détenez une créance de cotisation de près de 120 milliards, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème au niveau de la collecte. Maintenant, il est où ? Est-ce que le problème, d'abord, moi je le dirais, le problème c'est d'abord au niveau de l'insuffisance du nombre de contrôleurs. On doit multiplier les contrôles. Mais pour multiplier les contrôles, il faut qu'il y ait plus de contrôleurs sur le terrain. Ça, c'est de un. Deuxièmement, tu venais de parler des effectifs pléthoriques. Mais quand on dote mais les effectifs, je ne me contredis pas. Il faut savoir que dans la sécurité sociale, il y a ce qu'on appelle, des activités métiers.
c'est-à-dire celles qui sont inhérentes à la collecte des cotisations et celles qui sont inhérentes à la liquidation, au paiement des prestations. Ça, ce sont les activités de base. Et ensuite, on a ce qu'on appelle des activités support. Donc, ce sont ces différentes activités qui vont accompagner ces activités métiers. On peut dire les ressources humaines, le transport, le patrimoine, etc. Mais il s'avère qu'à la CNSS, il y a, en termes d'effectifs, un sureffectif. Donc, plus de la moitié des agents sont dans les métiers support que dans les métiers régaliens. Donc, or, ce sont les métiers régaliens, notamment en l'occurrence, par exemple, le recouvrement, qui fait rentrer des ressources à la CNSS. Mais si vous n'avez pas suffisamment d'agents sur le terrain pour aller faire le contrôle ou pour aller collecter, et surtout le contrôle, et donc on arrive à cette situation-là. Et ça, c'est la première. La deuxième chose, c'est que même dans la structure des effectifs de la CNSS, on a une véritable pyramide inversée. Est-ce que vous savez qu'on a plus de cadres que d'agents d'exécution à la CNSS ? Ça, c'est quand même aberrant. Aujourd'hui, la CNSS, quand on fait des recrutements, et la plupart de ces recrutements, je ne vais pas m'aventurer parce que je n'ai pas de preuves, mais ça dit que ça pose un problème aussi. Parce que lorsque l'on regarde, si tu veux, la productivité de ces recrutements-là successifs par la suite, on voit que ça n'amène pas les résultats que l'on a escomptés. Donc, ça veut dire qu'on a un problème même dans la manière de recruter. C'est ça ce que je veux dire. Et donc, là aussi, tout ça, évidemment, ce sont des décisions de gestion. Ce n'est pas du fait du régime, ce n'est pas du fait du gouvernement, c'est du fait des dirigeants de la CNSS. Et lorsque l'on voit, et ça c'était tout à fait aberrant, un directeur général qui va en plateau de télévision accuser ses prédécesseurs d'être les responsables de la situation financière extrêmement dégradée que connaît la CNSS, de se dédouaner lui-même de ses propres erreurs de gestion. Parce qu'il ne faut pas quand même l'oublier, il n'a pas fait 2 ou 3 mois à la tête de la CNSS, il a fait plus d'1 an. Donc lui-même aussi, il a une part de responsabilité. Aller jusqu'à indexer le gouvernement en disant que c'est à cause du gouvernement que la CNSS ne peut pas faire son travail parce que le gouvernement ne veut pas payer les 87 milliards qu'elle doit à la CNSS. Mais je tiens à rappeler qu'on dépense 95 milliards de francs CFA chaque année. Même si le gouvernement d'une seule traite payait la totalité de la dette qu'elle avait vis-à-vis de la CNSS, ça ne résoudrait pas les problèmes si on ne change pas fondamentalement la manière de gérer. C'est cette fuite en avant-là, je pense, qui a aussi agacé le gouvernement. Et le gouvernement a été obligé de frapper fort. Et c'est la raison pour laquelle on a dissous la direction générale, le conseil d'administration. Avec la nomination d'un administrateur provisoire, qu'est-ce que vous, les syndicats, vous pouvez attendre de ces derniers? Eh bien, la première chose, c'est qu'ils reviennent d'abord pour renouer le dialogue social avec l'ensemble des partenaires sociaux de la CNSS. Parce qu'il faut savoir que M. Ossi Okori avait tué le dialogue social. Lorsqu'un directeur général arrive et refuse de dialoguer avec les représentants des salariés, il ne faut pas qu'il s'attende à ce que les réformes qu'il entend mettre en œuvre puissent se réaliser. C'est impossible. Un manager ne peut pas travailler sans ses salariés. Donc, il faut que l'administrateur, dès qu'il prenne ses fonctions, la première chose à faire, c'est de renouer le dialogue avec les partenaires sociaux. Ce sont les partenaires sociaux qui vont lui remonter en quelque sorte les difficultés que les agents rencontrent sur le terrain. Et ce sont ces difficultés-là qui sont à l'origine, si vous voulez, du fait que les agents sont démotivés, les agents n'ont plus véritablement à cœur à assumer leur mission. Et parfois, certains agents se laissent aller à la facilité et sont parfois tentés d'être corrompus ou de se lancer dans des pratiques qui sont dans la fraude, sociale qui gangrène maintenant, qui gangrène aussi la CNSS du fait de ces mauvaises conditions-là que je viens de dédicter. Donc, la première chose, c'est d'abord renouer le dialogue social. La deuxième chose, c'est de remettre de l'ordre dans la gestion de la CNSS. Quand je dis remettre de l'ordre, on a des audits et des audits qu'on a faits. On a des études actuarielles qui sont là. On n'a plus besoin d'aller sur la Lune pour comprendre ce qui ne va pas à la CNSS. On sait ce qui ne va pas à la CNSS et je sais que l'administrateur provisoire, s'il a la volonté, je sais qu'il a les pouvoirs du gouvernement, il suffira tout simplement d'appliquer les règles élémentaires de gestion d'un organisme de sécurité sociale. C'est-à-dire essayer de ramener d'abord si vous voulez, certes, des effectifs raisonnables, non, par exemple, voilà, y compris une dégression est envisageable. C'est possible. Vous serez prêt à céder les syndicats? Si les droits des travailleurs sont respectés, oui, on peut accepter un plan social. On ne peut pas accepter un plan social si les droits des travailleurs ne sont pas respectés. C'est-à-dire que s'il y a un risque pour certains de ceux qui potentiellement en cas d'application, je ne dis pas que c'est ce qui va forcément, en cas de mise en application d'un plan social, nous allons nous battre pour que ceux qui seront déflatés
puissent être déflatées tout en jouissant de l'ensemble de leurs droits. Mais nous n'en sommes pas là. Mais nous sommes aussi prêts à discuter d'éventuelles baisses même de salaire. Mais attention, cette baisse de salaire ne se fera pas sur les plus petits salaires. Elle devra se faire notamment et principalement sur les gros salaires, les salaires des cadres dirigeants. Ces cadres dirigeants qui, en plus de gros salaires, ont aussi d'énormes avantages. Donc c'est sur tous ces points-là que nous attendons l'administrateur provisoire et nous espérons que sur la base d'un dialogue franc, nous allons parvenir à un accord, quitte à suspendre même provisoirement la convention collective pour le bien de l'entreprise et surtout pour le bien de nos assurés, parce qu'il faut sauver le régime. Le régime est gravement en danger. Il y a un risque inhérent et réel de voir la branche des pensions, en l'occurrence, être totalement déstabilisée avec une perte sèche, avec toutes les conséquences sociales que cela pourrait entraîner. Donc nous sommes prêts à dialoguer avec le nouvel administrateur social provisoire et nous l'attendons avec beaucoup d'impatience. Merci Mosley, merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Je rappelle que tu es président d'un syndicat. Oui, il est président du syndicat national de la protection sociale qu'on appelle SYNAPS-CNSS. Et accessoirement, en ce moment, porte-parole de la coalition syndicale des organismes de la coalition syndicale de la CNSS qui regroupe le SYNA-CNSS, le CIP-CNSS et le SYNAPS. Merci. L'horoscope des auditeurs. Urban FM 104.5.